Alors pourquoi cette fois-ci les femmes sont de plus en plus célibataires? On a vu les hommes. On va retrouver à peu près les mêmes raisons, à vrai dire, hein, mais je restitue en synthèse deux livres et deux synthèses différentes, mais les raisons se ressemblent largement, avec quelques spécificités chez l'homme et chez la femme. Et là, je m'appuie sur Jean-Claude Kaufmann, sur son bouquin « La femme seule et le prince charmant ». Et de façon très synthétique, je vais essayer d'aller vite pour laisser plus de temps à la discussion autour des pistes de solutions qu'on peut imaginer. Elle vit seule parce qu'elle est... La femme, elle vit seule parce qu'elle est tiraillée entre un désir d'autonomie et le désir de faire couple. Donc vous voyez bien qu'on retrouve la même tension qu'on a chez l'homme, qui est que finalement je suis bien en étant indépendant, etc. Je contrôle ma vie, je fais les trucs que j'aime bien, je voyage là où je veux, etc. Et du coup, c'est difficile d'imaginer que tout ça, c'est la fin du monde, en fait. Et qu'il faut se mettre avec quelqu'un, et que maintenant, il faut que je demande, il faut que je vois, il faut que je discute, etc. etc. Et Kaufmann raconte le témoignage d'une jeune femme qui dit ceci: « Tout ça pour cette sacrée indépendance. On nous a cassé la tête toute cette vie, tout ce discours pour qu'on soit indépendant et se retrouver dans quelle situation? Et qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de cette indépendance? Qu'est-ce que c'est à la fin, cette indépendance? Est-ce que ça veut dire que je choisis cette vie pour passer mon dimanche sous la couette? Parce que derrière l'indépendance, il y a le chocolat, la couette et la télé. Hein, et le petit chat. C'est important. J'ai prévu un article sur... je ne suis pas célibataire, j'ai un chat. Qui sortira, Inch'Allah, la semaine prochaine. Donc, cet univers-là, il est très significatif. Plus on s'installe dans cet univers-là, moins on laisse de place. Plus on s'installe dans son développement personnel, moins on laisse de place pour autre chose. Si ce n'est... Je ne dis pas tout parce qu'après, je veux garder ça en conclusion. Donc voilà un peu le tiraillement de cette jeune femme qui est tiraillée entre est-ce que je continue à vivre dans mon indépendance avec tous les trucs avec lesquels je suis à l'aise, ou je vais me caser, m'emprisonner, m'enfermer, perdre de ma personne, de ma liberté, etc., etc. En tout cas, il y a plein de bonnes raisons de rester célibataire, parce que j'ai besoin quand même de me chercher, j'ai besoin de faire le tour du monde. J'ai besoin de faire mes études. Aujourd'hui, je ne sais pas où je vais, ou d'assurer ma carrière professionnelle. Donc, je ne suis pas en état aujourd'hui de me caser. J'ai besoin d'abord de me trouver moi avant de trouver l'âme sœur. Et quelle que soit la motivation aujourd'hui, on a plutôt toutes les bonnes raisons de reporter la mise en couple et le mariage plutôt que de s'engager dans l'immédiat. Deuxième raison, c'est parce qu'elle a une image, un idéal du prince charmant qui ne correspond pas du tout à l'homme réel, concret, avec lequel qu'elle croise, en fait, avec lequel elle peut échanger. Donc ce décalage entre ce qu'elle attendait et ce qu'elle trouve, c'est une douche chaude suivie d'une douche froide qui n'est pas très agréable à supporter. Troisième raison, parce que le fait d'avoir des relations sexuelles très tôt et multipliées, Kaufmann analyse que plus on a des relations tôt, ça retarde l'envie et la capacité de s'engager. Eva Illouz observe que c'est la multiplication, c'est le fait de le faire beaucoup, qui, à un moment donné, fait qu'un homme ou une femme, ici je l'ai mis pour la femme, mais c'est vrai, c'est largement plus vrai pour l'homme, qui, parce qu'il s'est habitué à un certain standard de vie et de relation, un certain style de relation, a de plus en plus de mal ensuite à se projeter, à s'imaginer avec une femme. Autre raison, elle vit seule parce que elle a peur de l'échec. Et ça, tu as raison de le souligner dans la discussion tout à l'heure. On a peur d'échouer quand on a des amis mariés, jeunes comme nous, et qui nous racontent leur malheur, qui nous disent « Waouh, ça se passe super mal, j'hésite, je pense que je vais divorcer, etc. » Et nous, on se dit « Waouh, moi qui cherchais le prince charmant ou la femme idéale, etc. » Si c'est ça, se marier, bah, franchement, je préfère rester comme je suis. Comme dirait le proverbe toxique,
mieux vaut être seul que mal accompagné. Ça, aujourd'hui, tout le monde le dit. Et ça veut dire quelque chose quand toute une génération dit la même chose. Vous voyez? Quand toute une génération en tire les mêmes conclusions, préconise les mêmes solutions, et qu'on subit tous les mêmes catastrophes, il faut se réveiller quelque part. Si les recettes qu'on chante tous en chœur aujourd'hui étaient des bonnes recettes, c'est bizarre quand même que nous qui les pratiquons le plus sommes les plus victimes de la séparation et de l'isolement et de la solitude. Vous voyez le paradoxe. Donc il faut accepter de regarder la réalité, je pense, plus en face. Elle est seule parce qu'elle attend, à un moment donné, à force d'avoir espéré, attendu, désiré fonder un foyer, à un moment donné, elle est seule parce qu'elle attend que ça lui tombe du ciel. Kaufmann appelle ça les dinosaures de l'amour. C'est la dernière espèce de femmes qui espère encore que ça lui tombe sur la tête sans son action à elle, sans sa responsabilité à elle, sans son effort. Voilà. Dernière, encore une autre. Oui, et c'est la dernière. Elle vit seule parce qu'elle est dans un engrenage, elle est prise dans un effet de système. C'est que cette jeune femme ou cette femme qui a donné la priorité à d'abord mes études. D'abord, je m'installe dans une carrière professionnelle parce qu'en plus, j'ai envie de gagner ma vie, j'ai pas envie de dépendre d'un homme, etc., etc. Ça, c'est en plus. Et après le travail, il y a le tour du monde quand même. Il faut voyager. Chacun a son trip, d'ailleurs, n'est-ce pas? Si c'est pas le tour du monde, c'est autre chose. Je me lance dans l'art ou... Chacun a son trip. Il faut que je me découvre. Je me suis pas encore découvert. Donc, le temps passe. Donc, là, on a dépassé la trentaine. Le temps est passé. On se cherche encore. On sait toujours pas qui on est. Et cette quête qui est infinie, qui est indéfinie, fait qu'à un moment donné, quand une femme se lève le regard pour chercher à côté d'elle avec qui je pourrais me marier, il n'y a plus personne sur le marché parce que tous les hommes se sont mariés. Autre information, les hommes ont tendance massivement, et depuis des milliers d'années et jusqu'à aujourd'hui, ont tendance à se marier qu'une femme plus jeune. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas ancien non plus, puisque c'est aussi la règle aujourd'hui. La règle aujourd'hui, dans toutes les sociétés humaines, y compris modernes, c'est que l'homme se marie plus tôt avec quelqu'un de plus jeune. Alors plus jeune, c'est laissé à la libre appréciation de chaque culture et individu, parce que plus jeune, ça peut être 50 ans en moins, ou juste 1 ou 2 ans. Ça dépend de... Voilà. Mais en tout cas, à un moment donné, il y a une chute sur le marché du mariage des hommes potentiels avec qui elle pourrait se marier. C'est ce qu'analyse Kaufmann, c'est ce que voit aussi Illouz, qui explique qu'à un moment donné, on a été porté par les choix qu'on a fait au début, qui font qu'aujourd'hui, je ne peux plus faire marche arrière, et quand j'essaye de trouver, je suis coincé. Donc c'est ça ce qu'il appelle l'engrenage, alors même qu'elle a envie de fonder un foyer. Il y a aussi l'horloge biologique qui rappelle l'urgence ou les limites, en tout cas à reporter indéfiniment le mariage. Je m'arrête là, on se donne peut-être 5 minutes de discussion et je reprends sur les pistes de solutions ensuite. Alors, c'est un point important. Ce qui est marrant à observer, c'est qu'on est passé de sociétés pendant des milliers d'années où l'engagement se faisait plutôt à vie. Par défaut, on s'engageait à vie. Il y avait bien entendu des divorces et des ruptures, etc., pour plein de bonnes ou mauvaises raisons, peu importe. Bien entendu qu'il y avait ces séparations-là, mais majoritairement, quand on s'engage à vie. On est passé à une société moderne où, fini l'engagement à vie, on est dans la quête à vie du grand amour, dans la quête à vie du bien-être et de l'épanouissement personnel, dans la quête à vie de qui je suis moi et de j'ai besoin de me connaître. C'est très marrant à observer à l'échelle de l'humanité. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce miroir socio-culturel qui est que on a fait sauter la notion d'engagement et on l'a remplacée par la notion de quête. Et c'est une quête indéfinie dans le temps, indéfinie dans l'objet, parce que je me cherche, je cherche qui je suis, quel est mon bien-être, je cherche la bonne personne, vous voyez. C'est très marrant à observer d'un point de vue vraiment historique ce passage de l'engagement à vie à la quête à vie qui est la nôtre, et qu'on célèbre tous d'ailleurs, parce qu'on trouve que c'est légitime de chercher,
le partenaire idéal et le bonheur pour chacun. On accepte tous de donner le temps qu'il faut à cette quête. Mais du coup, on se retrouve dans l'impasse qui est la nôtre aujourd'hui, à savoir généralisation du célibat, généralisation aussi du divorce, puisque je me suis marié, mais je suis encore en quête. Le bien-être, la question du bien-être, c'est pas une question à laquelle on peut répondre une fois pour toutes. J'ai imaginé que pour mon bien-être, c'était cette femme qu'il me fallait, et puis telle ambiance, tel environnement, telle culture, etc. Puis je me rends compte que non. Vous voyez, la question du bien-être, si c'est elle qui fait tenir le couple, c'est aussi elle qui le fait sauter. Et c'est une valeur qui non seulement ne garantit pas la stabilité, mais c'est la raison même de cette instabilité. Qu'est-ce qui fonde aujourd'hui la séparation? C'est que je ne me sens plus épanoui dans mon couple. Qu'est-ce qui a fondé, qu'est-ce qui a justifié, motivé que je m'engage avec elle? Je trouvais que c'était super pour mon épanouissement, je me sentais bien avec elle. Vous voyez? La même valeur qui donne naissance, elle donne la mort derrière. Donc si vous avez choisi cette valeur pour faire naître votre initiative, votre couple, il faut accepter qu'elle vous tue quelque temps après. C'est la même valeur. Donc c'est une question de choix de valeur qu'on met au centre de sa vie. D'accord. J'ai critiqué la communication comme solution pour résoudre les problèmes de couple et notamment pour qu'un couple réussisse, il faut qu'il communique bien. Cette idée qui a l'air d'être du bon sens, je la critique, non pas gratuitement parce qu'elle m'énerve, mais parce que je trouve des failles ou des erreurs dans cette mauvaise idée. Vous remarquerez que les générations qui nous ont précédés en termes de communication verbale, vous voyez, je définis, communication verbale. Nos parents, pour ceux qui ont connu ça chez leurs parents ou grands-parents, notamment dans les traditions africaines, et pas que, même françaises d'il y a 50 ans passés, parlent très peu, communiquent très peu, expriment très peu leurs sentiments. Les hommes vis-à-vis des femmes, et même réciproquement, les femmes vis-à-vis de leurs hommes. Pourtant, ces couples-là, ces modèles de couple ont duré quelques milliers d'années à l'échelle de l'humanité. D'accord ? Si on a une théorie qui nous dit si on se plante aujourd'hui, c'est parce qu'on ne communique pas assez, il faut communiquer plus. Moi, j'ai cette objection-là. Pendant quelques milliers d'années, on a tenu alors qu'on communiquait très peu verbalement. D'accord ? Regardez une équipe de foot du dimanche, des gens qui ne se connaissent pas, qui vont sur un terrain. Je suis désolé, c'est un exemple qui est plus masculin que féminin, mais c'est moi. On se retrouve un dimanche sur un terrain, personne ne se connaît. On ne sait pas quelle est la place de chacun. Et on va être en permanence en train de s'ajuster. Tu joues quoi derrière, devant tu dois me faire des passes comme ceci. Les règles du jeu collectif ne sont pas claires pour chaque individu. Parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer ensemble. Du coup, on est en permanence en train de communiquer. De se crier dessus ici. Pourquoi ? Parce que, en fait, tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Tu ne sais pas que moi, d'habitude, je fais un dribble et ensuite je cours. Voilà. On ne connaît pas les habitudes de chacun. Moins on a d'habitudes communes, moins on a de culture commune, moins on a de valeurs communes, plus on a besoin de communiquer. C'est exactement l'inverse. Toute l'humanité, quand elle est formée par une même culture, un même code moral, il n'y a plus besoin de parler verbalement. Le jeu, les règles sont intériorisées. On sait, chacun sait ce que l'autre attend, ce que l'autre désire, les besoins de l'autre. Regardez même en matière d'éducation. Un père dans une société traditionnelle avec un petit regard. Un petit regard. Elle est où la communication verbale? Non. Il a expliqué pourquoi il ne fallait pas faire ce qu'il est en train d'interdire avec le regard? Non plus. Il n'a rien expliqué. Mais avec un semi-regard, tout est clair pour l'enfant. Donc il y a une communication non verbale qui n'est possible que parce qu'il y a une complicité. Mais cette complicité, elle n'est pas psycho-émotionnelle. C'est une complicité morale et culturelle. On sait quand un homme se comporte de cette manière, on sait quand une femme se comporte de cette manière, qu'elle est énervée, qu'elle est d'accord, qu'elle veut bien, qu'elle veut pas, et ainsi de suite. Donc plus on insiste sur la communication, plus ça veut dire qu'on n'a rien en commun. Ça, c'est l'analyse de je ne sais plus qui, que vous retrouverez dans mon livre qui sort en février, Inch'Allah, sur le sujet.
qui déconstruit cette histoire de communication. Et pour boucler un dernier point là-dessus. On va juste aborder les pistes de solutions. D'accord. Donc c'est dans la continuité. Ok. Alors, parmi les pistes de solutions, j'aimerais balayer rapidement, pour vous laisser le temps de discuter, les fausses bonnes solutions. Voilà, j'ai planté le décor du pourquoi du célibat qui affecte aussi bien les hommes que les femmes, qui fait que les hommes sont beaucoup plus hésitants que les femmes à se marier. Et là encore, ça contredit toute l'analyse féministe sur ce point précis. Vous voyez, j'essaie d'être précis, pas toujours. Le discours féministe sur ce point précis va dire que la femme n'a pas intérêt à se marier. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui va se taper les casseroles, le ménage, etc., etc. L'homme, en fait, le mariage, ça n'arrange que lui. C'est un avantage pour lui. Mais pour une femme, c'est une grande perte. Elle perd son indépendance, elle perd son bien-être personnel. Et en plus, elle doit nettoyer monsieur qui se comporte comme un gamin, et ainsi de suite. Je fais la synthèse caricaturale d'un discours féministe très répandu. Ce qui est intéressant à analyser ici, quand on regarde la réalité en face, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas les hommes qui courent après les femmes pour se marier. C'est plutôt l'inverse. Ce qui est bizarre. C'est à la femme de démontrer qu'elle est mariable. L'homme, lui, se comporte comme un enfant qui a 200 paquets de gâteaux parmi lesquels il doit choisir et comparer les options, etc. Et qui démontre non pas sa capacité à s'engager, mais plutôt sa crainte, son incapacité. Vous voyez ? On a plutôt affaire à des hommes qui sont des adolescents, c'est-à-dire même adultes à 40 ans, ils continuent à être incertains, indécis. Il fait un pas devant, 3 pas derrière. Voilà. C'est plutôt ça l'image réelle, la plus fidèle de l'homme aujourd'hui. Donc vous voyez que ce discours féministe, cette critique féministe, elle tombe encore à l'eau. Parce que la réalité, comment ça se fait que c'est les femmes qui veulent porter cette responsabilité plus que les hommes aujourd'hui, fonder un foyer, alors même que c'est elles les victimes, si on suit leur grille d'analyse, c'est les plus victimes qui cherchent à fonder un foyer, et les grands rois de ce système qu'on appelle le mariage, finalement, ils évitent. C'est parce qu'en fait, l'intérêt d'un homme au sens masculin aujourd'hui, c'est pas du tout le mariage. L'intérêt d'un homme, il est plutôt dans l'intermittent de l'amour. L'homme, il n'y a pas plus adapté à l'homme qu'une culture et une morale qui généralise les intermittents de l'amour et du sexe, en fait. Ça, c'est un mode de vie qui arrange beaucoup plus les hommes que les femmes. Parce qu'une femme, il y a la notion d'attachement qui est beaucoup plus forte que chez l'homme. Vous voyez ? Donc, le féministe a généralisé un mode de vie qui a pénalisé les femmes, finalement. Vous voyez comment les discours, à force d'être décalés avec la réalité, aboutissent à des résultats qui sont exactement l'inverse de ce qui était cherché, à savoir qu'aujourd'hui, il y a une domination masculine sur la femme, mais qui n'est pas portée par les fameux patriarches qui dominent tout, on ne peut rien dire, on ne peut pas respirer, etc. Il y a une domination qu'Eva Illouz qualifie de sexuelle. Il y a des règles du jeu dans lesquelles l'homme se retrouve très bien en tant qu'intermittent du spectacle de l'amour. Il se retrouve très bien dans ce mode de vie. Par contre, l'acteur qui a été le plus pénalisé dans cette affaire, c'est la femme. Alors quand je plante ce décor, c'est pour dire qu'on est dans une culture qui n'est pas en train de faciliter le développement de l'amour. On est dans une culture qui est en train de le fragiliser. Tous les discours vont dans le même sens, y compris les discours qui disent être nos solutions à notre problème, vont dans le même sens. Donc tant qu'on ne remet pas en cause ces solutions-là, et qu'on ne place pas la bonne analyse du problème, on continue de reproduire le problème. Alors, première erreur à ne pas faire, ne traitez pas le problème du célibat comme un problème psychologique. Je pense qu'il faut dépasser la grille d'analyse psychologique. C'est un problème de civilisation aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est un problème de choix de valeurs. Qu'est-ce que tu mets au centre de ta vie ? Quel est l'idéal que tu mets au centre de ta vie ? Après quoi tu cours dans ta vie ? Quelle est ta vision du bonheur ? Qu'est-ce que Dieu fait dans toute cette affaire ? Et c'est pas que des mots, c'est une vision précise de la vie qui se traduit dans une vision de l'amour, une vision du mariage, une vision du couple, une vision de la famille. C'est cette vision-là dans laquelle je dois m'installer
qui permet de corriger ou d'accentuer les problèmes de couple. Et non pas simplement des problèmes de dysfonctionnement psychologique qu'on va trouver toujours chez l'autre, c'est-à-dire chez l'homme quand on est une femme ou chez la femme quand on est un homme. Il faut dépasser le recours systématique à la psychologie comme explication du problème. Deuxièmement, il y en a marre des gens qui, pour résoudre ce problème-là, vont chercher à gagner de l'argent sur la misère des autres. Voilà, je suis célibataire, déjà je le vis mal, et en plus tu veux me gratter de l'argent pour payer des formations, formation en communication, formation en ceci et cela. Il faut réapprendre le sens du don, pas seulement dans le couple. Avant même d'atterrir dans un couple, il faut l'apprendre ailleurs. Il faut apprendre à donner. Vous voyez, on se comporte, et moi je le vois même avec vous, hein, si vous me permettez cette intimité critique, mais vous êtes beaucoup dans une attente d'un consommateur. Voilà, je viens, j'ai besoin d'un service, vous résolvez nos problèmes, vous nous expliquez pourquoi ça ne va pas, et surtout, on veut des solutions concrètes. J'ai pas payé 5 € pour partir sans solution. Si j'avais des solutions, je les aurais vendues un peu plus cher. Ou alors je les aurais données si j'avais été gentil. Oui, plutôt. En tout cas, il faut dépasser cette obsession systématique maladive chez beaucoup de musulmans engagés aujourd'hui. Et j'adresse cette critique interne aux musulmans, précisément, à transformer tous nos besoins en projet business. Voilà. Troisième chose à ne plus jamais faire, c'est croire que le problème du célibataire est un problème de célibataire. Non. Le problème, tout comme le problème de l'éducation d'un enfant, ce n'est pas le problème de l'enfant. Il faut voir l'ensemble des acteurs concernés. Quand on est soi-même acteur associatif ou responsable associatif, comment moi, en tant que responsable ou acteur, j'intègre cette problématique dans mon projet associatif. Je suis parent, comment j'intègre cette problématique par rapport à mon enfant qui a peut-être 3 ans. Qu'est-ce que ça veut dire dès maintenant, alors qu'il n'a que 3 ans? Qu'est-ce que j'ai à transmettre pour pas qu'il n'arrive dans cet état-là quand il aura 30 ans? Donc, selon qui je suis, quelle responsabilité sociale j'ai pas la même mission, j'ai pas la même façon de traduire la solution. Pour rester sur les parents et donner un exemple pour pas que ce soit abstrait, mais vous savez, tout ce qu'on avale comme dessin animé déstructure notre idéal, notre imaginaire, notre projet en matière de famille. Si en tant que parent, vous avez des enfants qui ont 3 ans, vous dites « c'est trop tôt, il n'y a rien à faire ». En fait, toute la vision du bonheur, de l'amour et du couple, elle est déjà donnée par le dessin animé, qu'il a avalé par milliers d'heures. Hein. Donc c'est pas vous, quand il aura 15 ans, vous allez lui parler une fois dans votre vie pendant 1 heure, qui allait contrebalancer un discours qu'il a encerclé intimement avec de la musique, des images de toutes parts, etc. Donc c'est une question qui doit être posée pas aux célibataires, mais à tous les acteurs et voir qui on est qui on est, quelle responsabilité sociale on a pour poser la bonne action. Et je suis prêt à mener cette réflexion avec ceux qui le souhaitent, mais c'est une réflexion précise et non pas générale. C'est moi en tant que père, qu'est-ce que je peux faire? En tant que parent, père-mère. Moi en tant qu'acteur associatif, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi en tant que sociologue ou que psychologue, qu'est-ce que je peux faire? Voilà. C'est une vraie question qui s'impose à tous. Pas seulement, encore une fois, aux célibataires. Alors, les gens qui sont obsédés du concret, je répondrai ceci. Vous savez, à l'échelle de toute l'humanité, alors les obsédés du concret vont dire « oui, mais le problème, c'est il faut résoudre le problème. C'est quoi le problème? Rencontre, mise en relation. » Quand on regarde à l'échelle de l'humanité pendant des milliers d'années, nous, hein, les hommes et les femmes d'aujourd'hui, on n'a jamais autant rencontré. Ceux qui rencontraient autant avant, c'était les princes et les rois, hein, qui avaient un certain privilège. Mais nous, on a dépassé les princes et les rois de l'époque, en termes de quotas de rencontres possibles. On a largement explosé. Donc quand vous êtes... Vous voyez, on analyse mal le problème, on pose des solutions qui ne sont pas les bonnes, et on est anesthésié par des discours psychologiques qui ne sont pas bons, et ainsi de suite. Hein. Tout est faux dans le discours et dans le débat. Tout est faux aussi dans ce que vous croyez être la bonne aspiration. J'ai discuté avec une directrice d'agence matrimoniale. C'est son job, hein, elle organise des mises en relation. Elle me dit la chose suivante. Je permets à beaucoup de jeunes de se rencontrer, hommes-femmes, et je me rends compte que ça aboutit rarement. Pourquoi? Parce que toute l'analyse que je vous ai présentée tout à l'heure,
Il y a deux... Voilà, toute l'analyse que je vous ai donnée tout à l'heure. Donc, si vous croyez que ce qui nous manque, c'est plus d'occasions de nous rencontrer, c'est faux. Même si ça peut être contre-intuitif ou ça peut aller contre son expérience personnelle, c'est pas du tout ma conviction. Et l'analyse factuelle que je peux faire ici. J'ai été menacé de conclure. Alors qu'il n'y ait pas de malentendu, il ne faut pas apporter confusion sur confusion. Il faut sortir de cette idée selon laquelle, étant donné que tout est foutu, donc, on doit évoluer vers des couples nouveaux. C'est quoi des couples nouveaux? Je suis avec une femme, elle est dans son appart, moi dans le mien. On vit bien, on est heureux l'un et l'autre. Et puis, on s'est donné la liberté de vivre comme on vit, n'est-ce pas? Il n'y a pas de modèle précis, organisationnel, précisé par l'islam. On peut se marier, puis chacun dans son côté, etc. On est tenté par des solutions dites nouvelles qui ne sont en fait que du plus de la même chose du problème qui nous a tués jusqu'à maintenant. Parce que c'est quoi un couple qui se vit à distance avec cette forme de distance-là? C'est un couple qui a mis son indépendance et son épanouissement tellement au centre que j'ai plus le temps là d'accueillir madame, hein, sauf sur rendez-vous. Vous voyez, avec un quota de jours par semaine ou par mois. Vous voyez, ça c'est l'extrême. On est en train d'aller au bout de la même folie qu'on est en train de nous présenter comme le nouveau modèle. Ou la nouvelle solution, on fait sauter le mariage. Il y a peut-être d'autres formes, il y a peut-être d'autres façons de vivre. Voilà. Donc ce qui se présente à chaque fois comme étant une nouvelle solution est en fait la continuité d'une folie qui nous traverse tous depuis au moins les années 70, voire plus en termes à l'échelle d'une civilisation, qui est de donner beaucoup plus de place dans sa vie à mon indépendance, à mon épanouissement, plutôt qu'à toute autre chose. Pour conclure vraiment, il n'y a pas de fatalité ou de maladie par rapport à cette affaire. Chaque époque a ses grands problèmes. Il faut qu'on arrête de parler de la peste. La peste, c'est le problème des traditions qui nous embêtent, alors qu'aujourd'hui, on meurt du cancer. Le cancer, c'est ce que j'ai décrit depuis ce matin. Et en termes de maladie, le prophète, paix sur lui, va nous dire ceci. Le dernier prophète de l'islam, parce qu'il y en a eu toute une chaîne, il n'y a pas une maladie que Dieu a créée pour laquelle il n'a pas aussi créé son remède. Voilà. Ça, c'est l'optimisme d'un message divin qui nous rappelle que quelle que soit la situation difficile, compliquée, chaotique, qui peut être la nôtre individuellement ou d'un point de vue générationnel, il n'y a pas un problème, il n'y a pas un mal sur Terre sans qu'il n'y ait quelque part la solution à trouver. Mais la solution à trouver, il faut la trouver après avoir dépassé plein de faux discours qui sont des contrefaçons de remèdes qui ne font qu'accentuer le mal en nous. Et dernier mot, vraiment pour conclure. Tant qu'on n'a pas fait le deuil de nos convictions personnelles, croyances personnelles sur ce sujet, je pense qu'on ne peut rien faire d'autre derrière, absolument rien de concret. Bossuet va dire ceci. « Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes. » Ça ne sert à rien qu'on se plaigne des conséquences qu'on subit, nous, à titre individuel, quand les causes premières, les choix de valeurs, les choix de vie, les idéaux que je choisis plus que toute autre chose, je refuse de les réviser. Voilà pour ma conclusion.